je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à tous. Bonjour Amar Jabkor, comment vas-tu? Bonjour Caro. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, je voulais rebondir sur ce que tu nous as dit dans le précédent épisode du podcast qui portait sur, on va dire, notre voyage à travers les yama et niyama des Yoga Sutras de Patanjali, donc les observances au regard de la société et au regard de soi-même. On avait parlé d'aparigraha, le détachement ou le non-attachement. Et tu nous as dit quelque chose de très intéressant qui était le détachement au regard de la perfection de la posture. Et je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement prégnant dans notre société actuellement parce que les postures, ce qu'on appelle les asanas, sont la partie la plus représentative à l'heure actuelle de ce qu'est le yoga, notamment dans le monde occidental. Mais je pense même pouvoir dire dans le monde entier. Et je voudrais d'abord rappeler que les asanas, donc les postures, la partie purement physique de cette pratique que l'on appelle le yoga, n'a pas émergé immédiatement dans l'histoire même du yoga. La posture a longtemps, très longtemps, pendant ce qu'on appelle la période védique, c'est-à-dire l'Antiquité, et puis ensuite jusqu'à peu près au Moyen-Âge, vers le XIIe, XIIIe siècle, les seules postures qui étaient envisagées étaient essentiellement des postures assises. Parce que la posture assise, c'est la posture de méditation. Et puis, progressivement, on a changé dans la définition, dans l'histoire de ce qu'on appelle le yoga, pour aller vers un yoga de la force, le Hatha Yoga. Et c'est en fait à partir du Hatha Yoga et de sa retranscription dans un livre qui est peut-être le livre que les personnes connaissent le plus après les Yoga Sutras, que l'on appelle le Hatha Yoga Pradipika, la lumière sur le Hatha Yoga. Et dans cet ouvrage, on rencontre 84 descriptions de postures. Aujourd'hui, on en recense plus de 3000, même peut-être encore plus. Et il y a beaucoup de débats autour de la posture, parce que beaucoup disent, et parce que c'est ce qu'on rencontre dans les cours, on fait de la posture. Donc, on a une grande tendance à dire, je fais du yoga, donc je fais des postures. Or, je ne suis pas souple, donc je ne peux pas faire de yoga. Oh là là, tu sais faire des super postures sur la tête, sur les équilibres sur les mains, tu es très forte en yoga. Et voilà que l'on réduit le yoga aux postures. Donc, si vous nous suivez depuis le début du podcast, vous savez que nous sommes de ferventes partisanes, oui, des postures, c'est vrai, mais de tout ce qui va avec, de tous les autres membres du yoga. Et je dirais même que parfois, nous ne faisons pas de posture et pour autant, nous faisons du yoga. Patanjali, dans les Yoga Sutras, chorégraphie le yoga. C'est-à-dire le but de vouloir mettre fin aux variations, aux fluctuations du mental. Et c'est ce qu'on appelle le Ashtanga Yoga, les 8 membres du yoga. Et les asanas viennent
juste après les yama niyama ou après le pranayama, je ne me souviens plus, peu importe, c'est le 3e ou le 4e, j'ai un doute. Patanjali en parle dans le 2e, alors ce qui s'appelle le Pada, donc je vais dire le 2e livre, le 2e chapitre des Yoga Sutras. Et en fait, vous ne retrouverez les asanas que 2 fois dans les Yoga Sutras. Et notamment lorsque Patanjali décrit la posture de yoga comme étant sthira-sukham, une posture ferme et confortable. Ça, c'est pour vous poser le cadre des asanas, on va dire, dans la philosophie du yoga. Maintenant, allons un peu plus loin. Amartya Kaur nous a dit que ce qui était important, c'était de se détacher. Le désir, les attachements étaient source de souffrance. Donc, on peut s'interroger sur notre positionnement au regard des postures, au regard de la façon dont on réalise les postures dans un cours, chez soi. Et dont on nous transmet, je me permets, transmet dans le sens pas forcément mauvais pour les enseignants, hein, c'est pas ce que je veux dire, je veux plutôt comment on formate un cours pour qu'il ne reste plus que des postures. Comment aussi la société, j'en rouvre une autre, nous formate à considérer que la voie du yoga est celle exclusivement du corps. Dans les magazines, donc là, si je parle de ça, dans les magazines, on montre le yogi dans la posture, je dirais, qui étire le corps. On ne le montre pas systématiquement dans la posture assise, on va chercher à impressionner le lecteur, ou enfin, voilà, la personne qui regarde, en disant « Waouh, ça c'est un objectif à atteindre ». Par exemple, on va prendre la posture sur la tête. Cet objectif étant une sorte d'accomplissement de la voie du yoga. Pourquoi ? Parce qu'on est également dans une société de l'image. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et donc, l'image doit provoquer quelque chose chez la personne qui regarde, à savoir du désir. Le désir, bien évidemment pas sexuel, hein, je parle de désir d'envie. J'aimerais être comme cette yogi, très fine, très souple, qui a l'air très à l'aise dans son corps. Les asanas, aujourd'hui, 20e, 21e siècle maintenant, sont devenus le véhicule, quelque part, marketing, et ça, on peut voir ça comme quelque chose de positif, de la voie spirituelle qu'est le yoga. Ça, c'est un fait, parce que ça peut amener des gens qui d'eux-mêmes n'iraient pas dans cette ascèse spirituelle qu'est le yoga, et en même temps, cela dénature la voie même du yoga. Cela dénature puisqu'on est dans un huitième de la vérité. Mais ce 1/8 est devenu 100% de la vérité du yoga. On ne peut ni en vouloir aux élèves, c'est-à-dire aux pratiquants, de vouloir et d'être attachés finalement à la réussite du corps dans les postures, comme on ne peut pas en vouloir non plus aux enseignants de focaliser leur enseignement, pas pour tous, et puis voilà, il y a beaucoup d'intériorité aussi, mais de vouloir transmettre beaucoup cela, parce que quelque part, c'est des vases communicants. Les élèves leur reprocheraient peut-être aussi, dans un cours de Hatha Yoga, ou là je pense au Hatha Yoga, ou d'Ashtanga, de ne pas fournir en fait ce socle
Donc, ce vase communicant est à la fois un cercle vertueux et un cercle vicieux. C'est une opinion qui ne m'appartient qu'à moi, bien sûr, mais c'est ainsi que je le vois. Donc, la posture est devenue centrale dans la voie du yoga, et pourtant, elle n'est pas une vérité unique. Elle n'est pas une vérité unique. Et donc, forcément, le yogi ne peut pas se considérer comme faisant du yoga si, par exemple, il faisait que du yoga dévotionnel. Il dirait, je fais autre chose. En Occident, en tout cas. Hein. Je fais autre chose, je ne fais pas du yoga. Et pourtant. Je suis entièrement d'accord avec ton opinion parce que moi-même, de ma propre expérience, je me suis interrogée. J'ai commencé le yoga pour faire du sport, pas pour chercher du yoga. Et je me suis même dirigée vers un style de pratique plutôt dynamique qui a été d'abord le vinyasa. J'ai fait beaucoup j'ai essayé plusieurs styles. Hein. J'ai essayé du hatha yoga, du raja yoga. J'ai même fait un peu de qigong aussi. Et je trouvais ça trop lent. Et il me manquait cette partie vraiment physique, vraiment la partie corporelle, que j'ai trouvée dans le vinyasa et qui, pour moi, la plus grande correspondance est avec donc le forest yoga, où les postures sont importantes. Donc, à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je fais vraiment du yoga? C'est-à-dire que j'avais le sentiment de faire quelque chose qu'on appelait yoga, mais je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment du yoga, à tel point que vous trouvez des appellations comme yoga traditionnel, yoga de l'Inde. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'y réfléchis par rapport aux asanas, aux postures. Et effectivement, la posture, j'en ai besoin, pas nécessairement tous les jours maintenant. J'en ai besoin parce que mon corps en a besoin. J'ai besoin de saturer physiquement mon corps de toutes ces impressions, de toutes ces mémoires qu'il a conservées, par exemple, sur une journée, une semaine, de toutes les émotions qu'il contient. J'ai besoin de les exprimer. Et quand je dis exprimer, c'est dans le sens de les tordre, de torsionner mon corps pour en faire sortir tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc moi, j'ai besoin de force dans le yoga. Et c'est vrai que le forest yoga est un yoga très intense. Et la question se pose alors, oui, mais est-ce que ça a un lien avec, cette fois-ci, ce qu'on va appeler la spiritualité ou la philosophie du yoga? Et c'est là où c'est intéressant parce que oui. D'abord, oui, parce que dans nos pratiques, ce qui est important, bon, effectivement, il y a le souffle. Elle doit être centrale. La pratique du souffle doit être centrale dans la pratique physique du yoga. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'équilibrer tout le corps. Mais je dirais que ça va même plus loin que ça. C'est que l'on devient attentif à notre corps. Et quand on devient attentif à notre corps, alors on est vigilant par rapport à la notion de la perfection, de l'image parfaite véhiculée par tous les réseaux sociaux et que on veut atteindre. Or, nos corps peuvent ne pas atteindre cette posture-là. Et c'est là où c'est intéressant c'est que non, dites-vous bien que certaines postures, même si vous vous entraînez, vous n'arriverez jamais à les faire. Ce n'est pas une question de compétition physique, c'est une question de compréhension de qui l'on est. D'abord, il y a le risque de blessure physique. On n'est pas tous faits de la même façon anatomiquement parlant. Mais ça va au-delà de ça. C'est que visuellement, vous pouvez avoir une posture qui ne semble pas alignée, qui ne semble pas belle au regard,
et qui pourtant vous permet de rentrer complètement en communion d'abord avec votre intérieur, la partie vraiment enveloppe physique de l'intérieur, de sentir réellement son corps, de sentir où là ça coince, et puis progressivement de voir les frontières physiques de son corps se dissoudre et faire comme une espèce de grand tout avec tout ce qui vous entoure, avec ce que Maïmouna utilise souvent comme vocabulaire, avec l'énergie de l'espace, l'énergie du professeur et votre propre énergie. Et là, on dépasse la posture. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se détacher de l'image pour intégrer la posture. Et vous verrez que même si vous n'arrivez pas à faire la posture sur la tête, vous aurez des sensations similaires. Bien sûr, cela ne signifie pas non plus, comme Amajad nous l'avait dit dans l'épisode précédent, qu'il faut abandonner. Il y a une autre vertu, on en parlera ultérieurement, qui s'appelle tapas, le feu. Et le feu, c'est quand même essayer. Il faut essayer. Effectivement, on s'entraîne pour faire des postures complexes. On a besoin d'échauffer le corps, on a besoin d'assouplir le corps, on a besoin de renforcer le corps. Et vous pouvez aller de plus en plus loin dans certaines postures, pas dans toutes les postures. C'est aussi une question d'humilité par rapport à la posture. Se soumettre à la posture. Non pas soumettre son corps à la posture, parce que c'est l'inverse, on doit soumettre la posture au corps, mais c'est reconnaître que non, cette posture-là n'est pas pour moi. Et là, peut-être la plus belle chose qui puisse exister, puisqu'il n'y a aucune codification fixe des postures, c'est-à-dire qu'on est passé de 84 postures à plus de 3000, avec des variations dans le temps entre le XIVe siècle et le XXIe siècle. Vous pouvez inventer vos propres variations de posture. L'idée, c'est qu'est-ce que je trouve dans cette posture ? Ou plutôt, comment est-ce que je suis ? Comment suis-je ? Qui suis-je dans cette posture ? Et c'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Parce que la posture n'est qu'un moyen, une voie, un chemin pour aller encore au-delà, pour arriver à la méditation. Et par exemple, j'ai toujours considéré d'un œil interrogateur les ashtangis, parce que ils reproduisent tout le temps les mêmes postures dans des séries. Donc j'ai une grande amie qui est prof d'ashtanga, et je lui ai demandé, et en fait j'ai adoré sa réponse parce que elle m'expliquait qu'en fait pour elle c'était un moyen, cette répétition, de pouvoir s'absorber. En fait, son corps faisait les postures, mais elle était en méditation pendant toute la pratique. Et le fait de l'ashtanga, on voit vraiment aussi la partie physique. De toute façon, c'est un vinyasa également, très dynamique et en même temps très répétitif. Au contraire des vinyasas qui sont plutôt très inventifs. Aucune séance ne ressemble à la précédente. Eh bien, même là, on retrouve de la méditation. Alors, vous me direz, justement, dans tout ce qui est pratique corporelle, où ça change tout le temps, comment peut-on trouver la méditation ? Ou en tout cas, cet état d'union où vous êtes bien. Mais au-delà du bien, je libère des endorphines, des hormones du plaisir, ça va au-delà de ça. Eh bien, en fait, dans le changement, votre corps s'interroge. Votre corps s'interroge et puis lâche. Et quand il résiste, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les résistances. Pourquoi le corps résiste ? Et là, on est dans ce qu'on appelle du développement personnel, puisqu'on travaille aussi sur ces résistances. Et les résistances, c'est quoi ? C'est juste des obstacles qui sont sur notre chemin vers l'éveil. Il faut oser s'interroger et simplement... Ça veut dire que dans une posture, j'arrive pas à la faire parce que j'ai mal à tel endroit. Certes, il y a la blessure physique.
Par exemple, moi, j'ai peur j'ai peur dans les équilibres. Donc, j'ai besoin d'un mur. Et je dirais même que souvent, je triche. J'ai une technique pour monter. Et je le sais. Donc, l'idée, c'est pourquoi je n'y arrive pas. Donc, je connais ma limitation physique et l'idée, c'est de s'interroger sur le pourquoi j'ai besoin d'un mur. Derrière, il y a une peur. La peur de quoi? Je ne dis pas qu'il faut remonter à la petite enfance, mais la peur est très certainement liée quelque part à la peur d'avoir mal, de souffrir, peut-être aussi à la peur de ne pas faire parfaitement la posture. Donc, il y a un rapport à la perfection qui est forcément lié aussi à la confiance, la peur du regard de l'autre, de « Ah, je n'arrive pas à faire cette posture alors que tout le monde autour de moi y arrive ». Donc, ce sentiment de se sentir inférieur, moins bien. Et puis aussi, la peur de ne pas y arriver. Et c'est par rapport à ce type d'interrogation qu'il est intéressant de se poser et de voir. Pas forcément réfléchir consciemment, bon voilà, j'ai peur de ça, pourquoi? Ça, on peut le faire, bien sûr. Mais aussi laisser parler l'intuition de son corps. Je pense, pour ce qui me concerne, Maï, tu nous diras ce que tu en penses, que on a le droit de se tromper comme on a le droit de se blesser en yoga. La seule chose, c'est d'être conscient de ce qu'on fait avec son corps. Et pas de dire que c'est la faute du professeur ou quoi ou qu'est-ce. Quand vous faites une posture, ce n'est pas le professeur qui fait la posture. C'est vous. C'est moi. Donc, quand je me blesse, et je me blesse souvent, l'idée, c'est de savoir pourquoi j'ai absolument tenu à faire cette posture. Hormis l'idée que l'on a de son corps, ou justement, parce qu'on a une certaine idée de son corps. Donc, on a un attachement. Donc, la notion de détachement qu'on a vue précédemment, on la retrouve forcément énormément dans tout ce qui tourne autour de la thématique des postures. Je suis entièrement d'accord avec toi, ma chère Caro. Et je pense que c'est effectivement un travail en conscience. Après, le professeur est là tout d'un pour guider et pour donner des instructions, mais garder à l'esprit qu'effectivement, comme au début là, du podcast, tu faisais un historique de la posture, au début même, la seule posture ou les seules postures qui étaient évoquées et pratiquées étaient des postures de méditation. Donc, j'imagine la posture allongée, savasana, ou assise, essentiellement. Donc, à chacun de ressentir finalement la justesse de sa posture quand il est dans cette posture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de posture. Il faut juste être en conscience de notre besoin. Si par exemple on préfère le yoga Bikram, donc c'est le yoga où il fait très chaud, où les séries de postures sont des séries classiques de Hatha Yoga, libre à nous, c'est que ça correspond à notre énergie. Si par contre on préfère uniquement faire du yoga nidra, c'est-à-dire allongé, de la même façon, on travaille autre chose, on travaille les postures de l'esprit. Non pas que le corps physique, nous avons beaucoup d'autres corps. D'ailleurs, juste par rapport au yoga nidra, je trouve que la posture la plus difficile en yoga, c'est la posture de Shavasana, où on est allongé, où on est complètement immobile. Je trouve que c'est une des postures les plus difficiles à tenir. Parce qu'il faut réussir à sthirasukam, comme disait Patanjali, d'être stable et immobile. Et en fait, d'être stable et immobile en Shavasana, c'est pas aussi facile que ça. Et c'est même d'ailleurs, je pense, un des premiers écueils à la réussite, entre guillemets, d'un yoga nidra. C'est réussir à dépasser le corps physique. Tout à fait. Donc moi, je pense que, chers yogis, chers auditeurs, le travail à faire pour vous, ça va être essentiellement de trouver déjà le style de yoga où vous vous sentez à l'aise
dans le type de posture proposée. C'est la première chose. Et ensuite, d'accepter que votre corps ne pourra pas faire l'intégralité des postures qu'on vous propose. Mais il pourra en faire d'autres. Mais que l'essentiel n'est pas forcément. Je trouve que c'est une belle conclusion, ma chère Caro. Je suis entièrement d'accord avec toi. On vous laisse réfléchir à votre positionnement par rapport aux asanas. On aura l'occasion de revenir sur cette thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais déjà là, c'est une réflexion assez profonde à laquelle on vous invite. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, bien évidemment, si vous en avez, sur votre pratique ou votre rapport aux postures. On sera ravis d'y répondre, chacune. Tout à fait. Vous avez le mail, le Facebook, Instagram. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup, Caro. Merci à toi, Marc Jacor. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt. Et à très bientôt. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.